Au 8e siècle avant Jésus-Christ, Homère décide de se saisir de parchemin et d'encre pour poser à l'écrit les textes fondateurs de la littérature européenne. Grâce à ce travail, l'Aède, ou conteur, nous ouvre une fenêtre sur la mythologie de la Grèce antique. La guerre de Troie et ses illustres héros dans l'Iliade, puis le retour semé d'embûches d'Ulysse en Ithaque. Cet ensemble de 24 chants peut paraître inaccessible pour les non-initiés, comme ce fut le cas pour moi à la première lecture. Afin de vous aider à apprécier la grandeur de ce texte, je vous propose un voyage en 2 vidéos. La première, celle-ci, vous aidera à choisir parmi 4 traductions celle qui vous convient le mieux. Et la seconde vous aidera à acquérir le bagage minimum pour vous plonger dans cette épopée millénaire. Je tiens à noter que je n'ai jamais étudié ces textes en contexte académique. Cette vidéo est uniquement basée sur mes lectures complètes ou partielles de ces traductions. Il faut également souligner le fait que je suis bien consciente qu'il existe d'autres traductions, mais il fallait bien que cette vidéo voie le jour et donc que je me limite à une certaine quantité. Évidemment, si vous avez des traductions favorites qui n'ont pas été citées, je vous invite à les mettre en commentaire pour les faire découvrir à d'autres personnes. Et bien sûr, je vous mets dans la bio tous les liens pour avoir accès à ces livres, car certains sont gratuits et disponibles en ligne. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Caroline. Ici, on parle de livres avec des formats plus ou moins sérieux, plus ou moins détendus. Donc si c'est un programme qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager la vidéo. Ça aide l'algorithme et ça fait toujours plaisir, surtout quand on passe des heures sur des vidéos telles que celle-ci, puisqu'il faut lire les traductions. J'espère que la vidéo vous plaira et on y va tout de suite. Le roi Soleil, Louis XIV, est au pouvoir et les arts sont marqués par la période du Grand Siècle avec de nombreuses références à l'Antiquité et la naissance du classicisme. C'est à cette époque que s'épanouit Madame Anne Dacier, née Lefebvre. Son père, professeur de grec ancien, identifie immédiatement le don que sa fille aînée a et décide de lui donner la même éducation que ses garçons. Fait rare à l'époque qui permettra à Madame Dacier de développer un amour pour la langue grecque. Consciente de sa chance, elle honorera son père en signant ses premières œuvres, Anne, fille de Monsieur Tanneguy Lefebvre. Après un mariage malheureux et la mort prématurée de son père, elle monte à Paris où un collègue de son père lui confiera un travail qui va lui permettre de connaître un succès imminent, et d'autant plus lorsque l'on apprendra que c'est une femme qui l'a rédigé. Sa carrière continue, elle se marie avec André Dacier dont elle prend le nom. En 1681, le père Valtery va publier 2 traductions d'Homère, l'Iliade et l'Odyssée, que Madame Dacier trouve fort mauvaises. Indignée, elle décide de prendre le problème à bras-le-corps et se lance dans une épopée de traduction qui durera 15 ans. Elle publiera une première traduction de l'Iliade en 1711, puis celle de l'Odyssée en 1716. Au-delà du fait que cette publication déclenchera les querelles d'Homère face à l'académicien de La Motte qui est emparé de sa traduction pour la modifier un peu et la rendre plus moderne, Anne Dacier est totalement outrée et elle va publier un ouvrage réponse de 600 pages qu'elle va nommer « Des causes de la corruption du goût » pour expliquer au grand public pourquoi la traduction de La Motte est mauvaise. Malgré les critiques auxquelles elle fait face, c'est une femme érudite qui est reconnue à l'époque et pour qui le mot traductrice a été inventé et ajouté au dictionnaire français. Petit fait intéressant, une édition du comics Wonder Woman qui paraît en 1951 lui consacre un portrait sur 2 pages. Mais ce qui nous intéresse ici est évidemment son travail de traductrice. Vous pourrez le trouver sur le site de Gallica ou sur Internet Archive, je vous mets les 2 liens en barre d'infos. Il est évidemment gratuit et il fait 686 pages. Ne vous inquiétez pas de sa longueur, car cela est dû à quelque chose de précis et de fantastique chez Madame Dacier. Cette édition est illustrée par Coipel pour le frontispice et par Bernard Picard pour les gravures internes. J'y ai trouvé quelques inconvénients qui rendent le texte peu accessible. D'abord, il n'est pas écrit en français, mais en françois, ce qui crée quelques difficultés de lecture, surtout si vous n'avez pas l'habitude de la graphie. Évidemment, avec le temps et les pages qui se tournent, vous allez vous habituer, mais c'est quelque chose à prendre en considération.
Notez que cette remarque ne concerne que l'édition Internet Archive et pas celle de Gallica qui a été traduite en français et qui est beaucoup plus lisible. De plus, je trouve que le confort de lecture est quand même assez faible, notamment sur Internet Archive où toutes les pages n'ont pas la même taille et que certaines écritures peuvent avoir un petit peu bavé. De plus, il faut noter, au regard de la traduction, que quelques concessions ont été faites par Madame Dacier pour donner place à la bienséance qui lui importait énormément. Si vous n'êtes pas habitué à lire le nom des dieux en latin, ça peut être un petit peu déstabilisant. Comme je vous le disais, l'œuvre est assez longue, mais cela est dû au fait que Madame Dacier a étoffé la traduction avec de nombreuses notes de bas de page qui sont pour moi l'excellent avantage de cette traduction. D'abord, vous aurez l'impression de converser ou d'écouter une femme du XVIIIe siècle vous raconter ce qu'elle ressent face à un texte écrit 800 ans avant Jésus-Christ, soit il y a plus de 3 millénaires. Vous trouverez dans ces notes des termes tels que « je m'étonne »,« j'ai toujours ouï dire »,« il me semble », ce qui crée vraiment un sentiment d'intimité et une relation entre la traductrice et le lecteur. Dans ces notes, elle va aussi étoffer nos connaissances, notamment lorsqu'elle écrit des choses qui permettent de comprendre plus avant l'impact de la culture grecque sur le texte, ou l'impact de la culture grecque sur l'évolution des cultures qui l'ont suivie, ou encore des faits historiques. Elle écrit par exemple « Ce passage est remarquable, non en ce qu'il dit que ces danseurs dansaient au son de la lyre et aux chansons du musicien, car il n'y a rien là d'extraordinaire, nous l'avons vu dans l'Iliade, mais en ce qu'il fait voir que dès ce temps, on dansait déjà des histoires, s'il m'est permis de parler ainsi, c'est-à-dire que les danseurs, par leurs gestes et leurs mouvements, expriment l'histoire que chantait le chantre et que leur danse était l'imitation des aventures exprimées dans la chanson. On se rendit ensuite si habile dans cette force d'imitation qu'on imitait ces aventures sans chant et sans parole. Et je n'ai pu m'empêcher de penser au ballet qui est exactement la même expression physique d'une histoire écrite ou chantée. Et elle offre également des analyses du texte qui vont par exemple décrire une emphase qui a été faite par Homère pour expliquer au lecteur pourquoi est-ce que cette partie est intéressante. Par exemple, lorsqu'Ulysse parle du vin et de sa force lorsqu'il est sur l'île du Cyclope et qu'il le dilue jusqu'à 20 fois. Elle écrit que bien évidemment aucun vin ne peut être dilué 20 fois, mais c'est pour montrer à quel point ce vin est fort et justifier le fait que le Cyclope s'endormira après en avoir bu 3 verres. Je recommanderais ces textes aux amoureux de l'Odyssée qui l'ont déjà exploré, qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie de creuser à la fois ce que c'est que de traduire le texte au XVIIIe, mais aussi d'avoir plus d'informations sur le contexte historique, les auteurs qui se répondent à travers différents chants. Elle va notamment citer Virgile et Aristote et les faire se répondre à travers ses notes. En revanche, si vous êtes vraiment mal à l'aise avec le français ou avec des vocabulaires très compliqués et des graphies un peu plus complexes, je vous propose d'attendre les prochaines traductions. Charles-Marie René Lecomte de Lisle est un poète, dramaturge et traducteur de textes anciens. Considéré comme un des guides du mouvement parnassien qui se construit en réaction au lyrisme et au sentimentalisme du romantisme. Ce mouvement parnassien valorise la retenue, l'impersonnalité et le rejet de l'engagement social ou politique. Selon eux, l'unique but de l'art est la beauté. L'art pour l'art. Grand ami de Victor Hugo, il est en charge de rédiger le discours pour son enterrement au nom des poètes français. Vous trouverez son œuvre sur Gallica, mais également sur Nextory. Il vous coûtera donc 0 € ou le prix de l'abonnement, et il fait à peu près 480 pages. Nous remarquons tout de suite la différence de volume entre la proposition de Madame Dacier et celle du comte de Lisle. En effet, aucune note n'a été trouvée de ma part pour ce texte. Pour moi, les inconvénients sont les suivants. C'est un texte qui est beaucoup plus neutre, beaucoup plus calme, beaucoup moins sentimental que celui qui va être proposé dans les autres traductions, et cela est dû au fait qu'il appartient donc au mouvement des Parnassiens. De plus, il n'y a aucune note explicative, que ce soit pour le contexte historique ou pour vous aider à mieux comprendre l'histoire. Vous avez une traduction et c'est tout. En revanche, pour ceux qui rêvent d'une traduction extrêmement proche du texte, d'un français presque grec, je ne peux que vous recommander de lire Le Comte de Lisle. En effet, il a poussé jusqu'à modifier la graphie, la grammaire des noms pour que cela sied mieux à l'histoire. Par exemple, Circé devient Kirké, Pénélope Pénélopia, Ulysse Odysseus, Télémas Télémakos, ou enfin le Cyclope
devient Kyclope. En conclusion, ce texte est pour les puristes. Si vous n'êtes pas tellement dans le sentimentalisme et que vous voulez coller le plus proche possible à l'histoire et au texte initial d'Homère, saisissez-vous du Conte de l'Île. Je vous conseille également de faire quelques recherches avant de lire le livre, car il n'y a donc pas de notes pour vous aider. Peut-être que vous êtes déjà spécialisé sur la Grèce antique et que vous avez toutes les connaissances nécessaires. Si c'est le cas, plongez-vous-y. En revanche, si vous avez besoin d'un peu plus d'aide pour comprendre le contexte, le panthéon, c'est-à-dire tous les dieux qui sont présents, ou les relations entre les différents personnages, je vous propose d'attendre une autre traduction qui vous siera plus. En 1902, Victor Bérard, un helléniste, diplomate et homme politique français, ancien élève de l'ENS et membre de l'école française d'Athènes, publie sa traduction de l'Odyssée. Par son affiliation avec l'école française d'Athènes, il fera de nombreux voyages dans l'Empire ottoman et écrit de nombreux livres historiques. Il a marqué l'histoire littéraire par sa traduction de l'Odyssée et ses tentatives de reconstruction des voyages d'Ulysse. Vous trouverez ce livre publié chez Folio à 6,60 €. Je lui trouve très peu de défauts. La préface, à mon avis, est un peu trop complexe, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vocabulaire très dense qui n'est pas très accessible à moins que l'on soit un professionnel, mais elle ne fait que 14 pages et de toute façon, elle ne fait pas partie de l'histoire. Je noterai aussi qu'il manque quelques notes explicatives du contexte historique. Il y a beaucoup de recherches sur la géographie, mais peu de notes qui nous aident à vraiment comprendre le texte. Par contre, dans les avantages, il y a des notes sur la traduction des termes ou sur la définition de termes qui peuvent paraître parfois simples si on a l'habitude de s'intéresser à la Grèce antique, comme qu'est-ce que le mont Olympe, et parfois un peu plus compliqués, comme qu'est-ce qu'un rire sardonique. Donc si vous avez plus de difficultés avec le français ou que vous ne connaissez pas vraiment le vocabulaire autour de la Grèce antique, je peux vous recommander de lire Victor Bérard. J'ai trouvé que c'était le livre qui était à la fois proche de la traduction, tout en étant assez agréable pour essayer de comprendre, tout en étant plongé dans l'histoire. C'est pour moi un juste milieu de quelqu'un qui est un peu puriste et en même temps qui a envie de réussir à traverser le livre. Je note quand même que cette traduction, je l'avais lue il y a 2 ans, que je ne l'avais pas du tout appréciée, et que c'est maintenant que j'ai vraiment fait des recherches sur le texte que j'ai réussi à l'apprécier. Une autre chose que je n'avais pas explorée la première fois, c'est qu'à la fin de l'édition Folio, vous avez à la fois un résumé de chaque chant, qui est très pratique peut-être à lire avant si vous avez besoin de contexte et de retrouver les éléments dans le texte. Et surtout, à la fin du livre, vous avez un index qui reprend la liste de tous les personnages et de leur micro-histoire avec les chants qui font référence à certains moments de l'histoire, ce qui va vous permettre, si vous avez un personnage qui apparaît régulièrement, d'aller le chercher et de comprendre exactement comment il intervient au cours du livre. Il a aussi agrémenté le texte de quelques annexes, qui sont notamment des cartes et le palais d'Ulysse, qui permettent de se projeter un peu plus dans l'épopée. Donc, je trouve quand même que c'est un bon livre à avoir. Enfin, en 1955, Philippe Jacotet publie son Odyssée. Ce Suisse est un érudit, c'est un poète dans l'âme et un traducteur par nécessité. Son œuvre, qu'elle soit originale ou traduite, est marquée par la disparition et l'effacement. La plus haute ambition du traducteur ne serait-elle pas la disparition totale, il dit. Il nous offre entre autres Goethe, Rilke, Thomas Mann, grâce à sa maîtrise de l'allemand, Unagheriti, grâce à son italien, dont l'auteur dira que la traduction française est meilleure que son original italien, et bien entendu, l'Odyssée à partir du grec ancien. L'un de vous m'a informé que cette traduction est qualifiée de belle infidèle, et je ne peux que m'aligner sur ces termes. J'ai lu les premiers vers sur le site La Découverte où ils sont disponibles, et j'ai écouté le reste en livre audio, et j'ai été extrêmement surprise par la modernité qui reste très fidèle au texte, et qui crée un ensemble extrêmement accessible, car on est directement plongé dans l'histoire, et je dois dire pour ça que le livre audio aide énormément, puisqu'il y a également une mise en musique. Il y a à La Découverte 2 versions, une version grande et illustrée à peu près 20 €, et une petite version à 13,50 €. Le livre de poche propose la version à 5,20 €. Ici, nous n'avons que 256 pages, il est donc bien plus condensé que les précédents. J'y trouve quelques inconvénients. D'abord, c'est quand même plus éloigné du texte original, donc si vous êtes quelqu'un qui aime être proche vraiment de l'écriture d'Homère, je pense que ça vous plaira moins. Et je dois avouer que dans la version audio, le fait que les chapitres soient résumés en début, puis développés, est extrêmement perturbant. Donc il faut les passer, si ça vous dérange. Et sinon, dans la version papier, bien sûr, vous pouvez les passer.
Je pense néanmoins qu'il est intéressant d'avoir les résumés, notamment quand on ne connaît pas du tout l'œuvre et qu'on a un peu peur d'être perdu. En revanche, dans les avantages, c'est que à l'écrit, il y a des notes explicatives qui dédramatisent les recherches très hellénistes, donc des gens spécialisés dans la Grèce antique, et qui vous disent, bon voilà où on est la recherche, mais c'est pas très intéressant pour l'histoire, mais qui vous donne aussi beaucoup de contexte à la fois historique et sur les personnages. Ensuite, comme je le disais précédemment, c'est un livre qui vous plonge dans l'histoire parce qu'il est presque écrit comme un roman, mais pas vraiment, car il respecte quand même le rythme, bien que j'ai trouvé le rythme un peu moins chantant que les précédents. Mais c'est un livre qui vous plonge dans l'histoire, et c'est pour ça que je le recommanderais absolument aux gens qui ont eu beaucoup de mal à rentrer dans des versions un peu plus complexes. Pour moi, c'est une introduction parfaite à l'Odyssée, dans le sens où vous aurez envie de savoir ce qui se passe. Vous aurez à la fois les béquilles des résumés en entrée de chapitre qui vous permettent de savoir où est-ce que vous allez, un peu comme les dieux grecs qui savent à chaque fois quelle est la destinée de quelqu'un, et qui vous aidera à mieux comprendre ce que vous lisez ensuite. Je dois aussi avouer que les éditions illustrées me donnent énormément envie, mais ça n'a aucun rapport avec la qualité de la traduction. C'est donc le livre que je recommande en première lecture. Il est beaucoup plus accessible, ça se lit presque comme un roman, dans le sens où l'histoire a un flow, a un rythme qui donne envie de savoir ce qui se passe. On est vraiment dans l'histoire, pas dans la recherche de la compréhension du texte et du sous-texte, ou en tout cas pas encore. C'est un texte qui vous permettra d'avoir accès à l'émotion et de la vivre avec le personnage au lieu d'aller la décortiquer. Pour finir, je tenais à faire une mention honorable à l'interprétation d'Emmanuel Lascou de l'Odyssée qui a été publiée aux éditions Paul au prix de 23 €, presque 24 je crois, et en livre digital autour de 14 €. Ce musicien récitant et helléniste nous propose ici une interprétation musicale de l'Odyssée. Je souhaite vous donner un exemple, donc je vais lire un extrait. C'est un style beaucoup plus baroque, il le dit lui-même, c'est une réinterprétation, ça n'est pas une traduction, bien qu'il soit partie du texte grec, donc il y a quand même un énorme travail qui a été fait là-dessus. Il a décidé d'inclure des onomatopées, des cracks, des booms pour donner plus de corps à l'esprit en tant que musicien. Crac, les haubans du mât, liens, sectionnés d'un coup par le vent, par la baraque, des deux côtés, bam, le mât qui tombe à la renverse, tous les agrès qui dégringolent dans la cave. Ma parole! Donc vous voyez, c'est beaucoup plus moderne, c'est beaucoup plus impactant et c'est surtout beaucoup plus sonore. Donc c'est pour un autre type de lecture, je pense peut-être un complément pour quelqu'un qui cherche à étudier les différentes versions de l'Odyssée qu'on pourrait créer ou qui est musicien et qui se retrouve là-dedans. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Je rappelle que la meilleure traduction est celle que vous lisez, celle qui vous permet de vous plonger dans l'histoire et, on l'espère, de l'apprécier. Je ne peux que vous engager à lire l'Odyssée, c'est un texte qui est vraiment magnifique. Encore une fois, je l'avais détesté, j'étais complètement passée à côté la première fois, mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette fois-ci avec notamment l'édition de Victor Bérard, je dois l'avouer, et les notes de Madame Dacier. Bref, peut-être que le secret, c'est de lire différentes traductions pour pouvoir vous plonger dans l'histoire de différents points de vue et vous apporter une dimension beaucoup plus complexe de cette œuvre millénaire. On le rappelle, 3000 ans d'histoire en 24 chants, c'est absolument fantastique. Sur ce, je vous laisse avec une lecture à voix haute et en grec ancien de l'Odyssée qui m'a personnellement énormément émue. J'espère qu'elle vous plaira et on se retrouve pour la prochaine vidéo où je vous propose un guide de lecture autour de l'Odyssée d'Homère. Bye bye! Meninae de tea, pele vivado Achilleus, olomenen, hemuria caioi salge etaken, pollas diptimos psucas aidibro iapsin, hieron, autos de hieloria teuque cunesin, oio noisite daita, Dios de telei et obole, ex hodet a prota diaste teneristante, atreides te vanaxandron, cae divos Achilleus,